Nous poursuivons aujourd'hui nos travaux qui sont consacrés en ce moment à la dimension territoriale de la crise sanitaire et en nous intéressant plus particulièrement à ses conséquences économiques et sociales. Alors toutes les régions de notre pays ont été touchées sur un plan économique et social. Elles ont été sévèrement impactées par la pandémie et dans les zones en particulier où le tourisme constitue une monoactivité, le terme est un peu fort peut-être, mais en tout cas une activité économique très importante, eh bien la chute de la fréquentation a eu des conséquences encore plus fortes. Je pense évidemment au domaine de la montagne qui est cher à notre rapporteur Jean-Michel Arnaud, mais également à Paris, et nous aurons sur ces deux territoires des intervenants aujourd'hui. Bien sûr, on ne balayera pas tous les sujets, d'autant que les commissions permanentes du Sénat suivent la gestion de la crise sanitaire dans leur secteur de compétences et nos collègues de la commission économique travaillent sur ces questions. Mais il nous a paru important d'approfondir notre analyse de ces conséquences de fond et de long terme. Nous souhaitons, vous le savez, formuler des recommandations, des préconisations pour l'avenir. Et il est donc primordial pour nous de disposer d'une analyse approfondie de l'impact économique et social de la crise, ce qui présente un caractère conjoncturel d'un côté et ce qui peut relever d'une tendance de fond par ailleurs qui aurait été accrue, acutisée par cette pandémie. Et évidemment, nous réfléchissons et nous attendons avec beaucoup d'intérêt vos contributions sur la question de l'adaptation territoriale des réponses et des dispositions à prendre en la matière. Donc pour avoir cet échange aujourd'hui, nous allons accueillir M. Patrick Arnaud, qui est directeur général de Serre Chevalier Domaine Skiable, une filiale de la Compagnie des Alpes, Monsieur Olivier Léna, directeur interrégional Antilles-Guyane de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et Monsieur Jean-François Rial, qui est président de l'Office du tourisme de Paris. Je vous remercie tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez donc compris que nous attendons beaucoup de vous. Je vais donc d'abord vous céder la parole pour un propos liminaire d'environ 8 minutes. Puis je donnerai la parole à nos deux rapporteurs, Jean-Michel Arnaud et Roger Carucci, qu'ils puissent vous interroger avant que l'ensemble de nos collègues qui le souhaiteraient vous posent à leur tour leurs questions. Je vous précise que notre table ronde est diffusée sur le site internet du Sénat. Donc nous allons débuter, nous allons suivre l'ordre que j'ai indiqué en donnant la parole en premier à Monsieur Patrick Arnaud, si vous le voulez bien. Vous êtes tous, nos trois intervenants sont en visioconférence, je le précise pour mes collègues qui, pour une part, sont aussi en visioconférence avec nous. Monsieur Arnaud, nous vous écoutons. Bonjour, écoutez, je vous remercie de pouvoir témoigner de la façon dont effectivement on a pu vivre les derniers mois et surtout de l'impact que ça a eu pour l'hiver passé et puis surtout, et je pense que c'est important, ce sont les leçons qu'on peut en tirer, comment on peut rebondir sur tout ça pour à la fois contrer les effets négatifs et tirer les enseignements. Si vous le voulez bien, je vais suivre la trame des questions qui m'ont été envoyées, ce sera un fil conducteur. Et puis, je voudrais vraiment profiter aujourd'hui de mon témoignage pour vous dire qu'il ne faut pas croire ce qui est écrit dans les journaux, puisque vu depuis le terrain, comme on dit, on a l'impression de ne pas vivre tout à fait dans le même monde. Tout d'abord, la fermeture des stations, je pense que tout le monde a compris que c'était quand même sur les territoires concernés un séisme, dans la mesure où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est sur les territoires où le tourisme est une monoactivité, surtout l'hiver, et que quand on ferme le tourisme, c'est pas comme quand on ferme uniquement les restaurants et les boîtes de nuit dans une ville et que le reste continue à tourner, et que le poids économique du tourisme et notamment du ski dans les Alpes est énorme et ne fait pas vivre que les exploitants de montée mécanique et de loin. Et quand on a entendu dire que les gens étaient venus à la montagne quand même,
ce qui d'ailleurs est un des paradoxes par rapport à la lutte contre la crise sanitaire, puisqu'ils sont venus et ils ne pouvaient pas faire grand-chose. En fait, ils ne sont pas venus. Moi, j'ai vu des chiffres qui vont de 80 à 50% de la fréquentation habituelle. La réalité, c'est qu'il y a eu 20% de la fréquentation habituelle. Et que les retombées économiques, donc 80% de pertes, et que les retombées économiques, elles sont encore pires, puisque les 20% qui sont venus ne pouvaient pas du tout avoir accès et donc dépenser les sommes qu'ils dépensent habituellement. Donc la réalité, c'est ça. Donc c'est 100% de perte de chiffre d'affaires pour les domaines skiables, c'est 100% pour les restaurateurs, c'est 95% pour les moniteurs de ski, c'est 80% pour les magasins de sport, avec toutes les conséquences sur l'emploi que vous pouvez imaginer. Et puis quand on entend aussi que les gens qui sont venus ont apprécié la montagne, ben, évidemment, parce que c'est un milieu naturel exceptionnel, on y viendra tout à l'heure par rapport à la transition environnementale, mais on parle de ce qu'a ressenti le client sur 5 qui est venu. Et on ne parle pas des 4 clients sur 5 qui ne sont pas venus. Pas de ski, pas de station ouverte, 4 clients sur 5 ne sont pas venus. Donc c'est très intéressant de tirer l'enseignement de ce qu'ont pu faire les gens qui sont venus, mais il ne faut pas oublier qu'ils ne sont surtout et majoritairement pas venus du tout. Je rajoute au fait que à cela que les gens qui sont venus ont été ravis globalement de goûter à d'autres activités, mais qui se sont aperçus aussi que toutes les autres activités étaient quand même beaucoup plus physiques que le ski, et qu'ils n'avaient pas forcément la condition adéquate, et puis surtout que la montagne n'étant pas sécurisée, en plein hiver, c'est un petit peu compliqué d'en profiter. Donc, sur le regain d'intérêt pour d'autres activités, oui, ceux qui sont venus, et uniquement ceux qui sont venus en ont profité, mais ils seront ravis de refaire du ski un jour. Et surtout, ils ne sont pas très nombreux. Sur les mesures de soutien économique, bon, effectivement, même si elles ont tardé à arriver, pour information, ma société a reçu les premières indemnisations il y a 10 jours. C'est-à-dire qu'on a porté la trésorerie, on est formé depuis le 15 mars dernier, depuis donc un an. On a eu un an sans chiffre d'affaires. Donc les délais ont été un peu longs. Par contre, l'indemnisation pour ce qui concerne les remontées mécaniques, elle va nous permettre de passer la crise en limitant grandement les dégâts. Donc pas totalement, mais grandement. Donc je peux le souligner. Pour mémoire, c'était 70% de nos frais fixes qui ont été couverts. Par contre, je tiens à attirer votre attention, et ça nous inquiète pour l'avenir, que même si moi je suis exploitant de remontées mécaniques, il y a d'autres secteurs touristiques qui ont beaucoup souffert et qui ont été mal indemnisés. Ce sont tous les magasins de sport et tous les hébergeurs. Et on est assez inquiet sur la santé économique de certains hébergeurs. Les moniteurs de ski, les restaurateurs ont été indemnisés de manière plus que correcte, mais ces deux autres secteurs nous font un peu souci. Évidemment, on n'a vu aucun étranger cet hiver, parce qu'il n'y avait pas de ski. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'en fait, la fréquentation était exclusivement pendant les vacances scolaires françaises. Qu'en janvier et en mars, il y avait quasiment personne. Donc, quand on n'a pas une résidence secondaire, quand on n'était pas français, qu'on n'avait pas une résidence secondaire en station, on n'est pas venu cet hiver, et notamment les étrangers. Et c'est une sous-inquiétude pour l'avenir, que les étrangers puissent circuler. C'est comment va se redispatcher le tourisme hivernal après une année blanche, et est-ce que les étrangers continueront à venir en France? Est-ce qu'ils choisiront d'autres pays? On sait que quand les habitudes sont cassées, il faut être vigilant à la façon dont les choses reprennent, et à mon avis, il faudra prévoir des plans de communication et de commercialisation importants, surtout quand on sait que la Suisse et l'Autriche, pour qui c'est vraiment l'économie nationale, ont une force de frappe qui est bien supérieure à ce que peut faire Atout France en général. Surtout que la Suisse est restée ouverte cette année. J'en profite pour répondre à la question. Donc maintenant, on a le bilan. La Suisse est restée ouverte. Ils avaient un taux d'incidence à la fin de l'hiver qui était inférieur au nôtre, et ils ont réussi à préserver 80% de leur activité.
Ensuite, sur les conséquences en termes d'investissement, y en aura-t-il? Notre groupe Compagnie des Alpes a souhaité maintenir délibérément des investissements importants encore pour l'été prochain, enfin, pour l'été qui commence, justement pour soutenir les territoires sur lesquels on opère et puis pour préserver notre compétitivité. Le fait d'avoir perçu des aides à un niveau significatif nous y aide. Donc, on a préservé pour cette année. Après, il est bien évident que si la crise devait perdurer, si on devait perdre des parts de marché, si la fréquentation devait être à la baisse pour des raisons de quotas ou des choses comme ça, si notre capacité d'autofinancement devait être durablement diminuer, mécaniquement, nos investissements pourraient plus être les mêmes. Ceci dit, ça pose aussi la question de quelle doit être la nature des investissements à l'avenir par rapport à une transition environnementale ou à de nouveaux besoins en termes d'attente des clients. On sait qu'on vit dans un monde pour le moment on n'a pas encore complètement cassé le moule et il faut sans doute continuer à investir pour être compétitif et pour offrir quelque chose et renouveler notre offre. Ceci dit, il faudra sans doute, et on a commencé à y réfléchir, investir de manière différente dans d'autres secteurs et si possible de manière moins onéreuse. Mais oui, on ne connaît pas les effets de demain et si ça devait durer, on n'aurait plus la capacité à investir autant. En termes d'évolution vers le tourisme durable, c'est un sujet compliqué. On est tous convaincus, et à Serre Chevalier, on a mis en place des actions depuis longtemps qu'il faut opérer une transition environnementale, mais au niveau mondial, j'ai envie de dire, et dans tous les secteurs d'activité, et que chacun doit porter sa pierre à l'édifice. C'est pour ça qu'on a mis en place un programme d'énergie renouvelable depuis quelque temps à Serre Chevalier, que Domaine Skiable de France a pris un certain nombre d'engagements pour modifier la façon d'opérer le domaine skiable. Ceci dit, je voudrais quand même rappeler que l'image que l'on se fait du ski nous surprend toujours un petit peu, puisque il est difficile de considérer que l'activité touristique à la montagne, hiver comme été, soit particulièrement préjudiciable à l'environnement, dans la mesure où c'est déjà des vacances qu'on offre aux Français sur le territoire national, donc ils n'ont pas besoin de prendre d'avion pour se déplacer, et que quand ils sont sur place, ils utilisent des infrastructures qui tournent toutes à l'électricité. On cite souvent les hébergements et le chauffage des hébergements. L'isolation des hébergements est sans doute améliorable, mais comme elle peut l'être aussi à leur domicile. Donc, l'image qu'on est en train de créer des stations de ski qui seraient des gouffres en termes d'énergie et que le ski ou les vacances à la montagne soient du tourisme particulièrement peu durable, on a du mal à le comprendre, même si, encore une fois, puisqu'on vit en montagne et en pleine nature, on est particulièrement concerné par le fait qu'il faut apporter notre pierre à l'édifice et changer un certain nombre de pratiques. Je rajouterai qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur l'hébergement ces dernières années, aussi, notamment sur des rénovations qui ont amélioré l'isolation, mais aussi sur le fait que les gens sont plus entassés dans des appartements comme on a pu le voir dans les bronzés, et que c'est un petit peu quelque chose qui nous a surpris aussi par rapport à la décision de fermeture des stations. On n'a pas bien compris comment les clients seraient plus contaminés dans un logement en station qu'en restant chez eux, ou à passer les fêtes de fin d'année en famille, puisque c'était autorisé. On n'est plus uniquement dans des cages à lapins comme avant. Et l'aspect festif des stations, c'est quelque chose aussi qui concerne une frange de la population qui est extrêmement faible. Les gens qui viennent au ski, ils viennent pour skier, ils viennent pour se retrouver, ils viennent pour passer des vacances en famille. Ils viennent pas pour passer leur semaine en boîte de nuit ou dans les bars. Il ne faut pas oublier que la clientèle, et surtout française, c'est une clientèle familiale qui vient avec ses enfants, qui vient passer une bonne semaine de ressourcement. Et que l'image qu'on a donnée des grandes fêtes dans les stations, je ne dis pas que ça n'existe pas dans certaines stations, mais c'est en tout cas pas la généralité. Alors, quelle solution on peut apporter à tout ça? On y reviendra peut-être par oui, questions-réponses. S'il vous plaît, je vais vous demander d'être assez bref pour cet exposé introductif. Merci. Vous pouvez, allez-y, mais brièvement, s'il vous plaît.
est presque terminé. Oui, ce qui serait intéressant, mais on dit 8 minutes, on avait dit, Régie. 8 minutes. Vous trichez. Je termine très rapidement pour vous dire que sur le tourisme durable, pour moi, il y a quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais qui me paraît essentiel. C'est d'avoir une vraie réflexion à l'avenir sur comment on peut faire, et je pense que ça concerne toutes les stations touristiques, sur l'étalement de la fréquentation de nos sites. On s'aperçoit que les sites touristiques, et je pense que c'est aussi bien l'été que l'hiver et aussi bien la montagne que le littoral, on est obligé de développer des infrastructures pour accueillir des points de fréquentation qui réunion concertation que l'on fait ensemble. Et il me semble important de participer au débat public. Une des missions principales de l'INSEE, on est bien sur le conseil et l'expertise, et donc les échanges et pouvoir au mieux conseiller les politiques publiques pour orienter au mieux le débat public. Donc voilà, donc je suis vraiment très content d'être parmi vous, je tenais à vous le dire. Je pense qu'il y a, dans le questionnaire que vous avez envoyé, je vais adresser un document de travail. J'espère que vous l'avez tous. Ça évitera éventuellement s'il y a des coupures de se perdre. Je vais respecter l'organisation des différentes questions qui avaient été posées qui ont été posées dans le document. Hein. Alors, de façon générale, il y a plusieurs choses. Il y a une analyse, j'allais dire, conjoncturelle des choses. Les conséquences de la crise de façon conjoncturelle, à l'instant T aujourd'hui, le constat qu'on peut en faire, et de façon plus structurelle sur le moyen long terme. Donc j'essaierai d'avoir cette lecture de fond, à savoir une analyse à la fois conjoncturelle, et je vais essayer d'avoir une analyse aussi structurelle de la crise. Est-ce que finalement cette crise aggrave ou non les déterminants fondamentaux de l'économie des Antilles-Guyane? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre au travers de ces différentes questions. Donc, aux Antilles-Guyane, l'année 2020 a été marquée comme partout par la crise sanitaire, avec un confinement en strict général qui était commun à tout le territoire, du 17 mars au 11 mai, puis il y a eu un déconfinement progressif. Alors, sur le reste de l'année, les 3 territoires, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, ont suivi des périodes restrictives, contraignantes, qui ont été différentes. On a une vision contrastée de cette crise sur les territoires. On a eu un couvre-feu quasiment toute l'année en Guyane, avec des horaires plus ou moins restrictifs, notamment du vendredi soir au lundi matin. Puis un confinement, là, récemment, à partir du 14 mai 2021. On a eu un deuxième confinement en novembre, décembre en Martinique, puis un 3e confinement fin avril. En Guadeloupe, on a eu une semaine de restrictions en octobre, une fermeture de certains commerces en mars, puis un confinement là actuellement, et on a dû sortir le 19 mai, c'est-à-dire hier, du confinement. Et puis il y a aussi, au-delà de ce confinement, il y a des particularités liées au département et régions d'outre-mer sur les motifs impérieux, c'est-à-dire qu'il faut présenter un motif impérieux pour venir ou partir dans les territoires, ce qui peut pénaliser l'économie du tourisme. Donc, ça, c'est le constat. C'est le constat de ce confinement qui à la fois impliqué des restrictions de déplacement, des fermetures d'établissements, mais aussi qui a pénalisé fortement le tourisme de par les mesures donc liées aux motifs impérieux pour venir ou partir du territoire. Donc, si les DROM, ce que j'ai remarqué, c'est que si les DROM semblent avoir moins subi les conséquences de la crise sanitaire aujourd'hui,
leur situation de départ et leurs particularités, comme l'exposition de certains secteurs économiques tels que le tourisme ou les difficultés en matière de formation et d'insertion sur le marché du travail, appellent à la vigilance sur les conséquences à plus long terme. C'est-à-dire qu'il y a une analyse factuelle que l'on peut faire sur la crise, et puis qui est purement conjoncturelle, analysant la perte d'activité qui a été limitée de par les mesures de soutien à l'État, et puis une mesure, enfin un impact structurel de moyen long terme lié aux difficultés que peuvent avoir ces territoires en matière de formation et d'insertion sur le marché du travail. Et puis le tourisme qui a été fortement pénalisé. Donc, il y a une étude qui a été réalisée par l'AFD, l'IEDOM et l'INSEE dans le cadre du partenariat compte économique rapide outre-mer, le CEROM, sur les conséquences économiques de la crise sanitaire outre-mer. Et cette étude, elle a montré globalement que les DROM, de façon très conjoncturelle, ont un peu moins souffert que la métropole en termes d'impact instantané de la crise sanitaire sur l'activité économique. Comment explique-t-on ça? Pourquoi ils ont un petit peu moins souffert? Parce que l'activité marchande y est moins développée. Et les secteurs directement exposés à la crise, ils sont moins représentés, hormis le tourisme, bien sûr, dans les DROM. Tourisme qui représente pas loin du tiers, qui peut aller jusqu'au tiers du PIB régional, notamment en Guadeloupe. En outre, les mesures de restriction sanitaire ont été moins importantes qu'en métropole dans certaines DROM en 2020, particulièrement donc à La Réunion notamment et en Guadeloupe. Donc voilà, donc les conséquences spécifiques de la crise, une crise qui finalement qui a un peu moins touché ponctuellement les départements et régions d'outre-mer, ponctuellement, mais une analyse qui reste à relativiser compte tenu des difficultés que peuvent avoir ces territoires en matière de formation ou d'insertion sur le marché du travail. Alors, quelle a été l'évolution des principaux indicateurs dans ces territoires? Alors, je me suis amusé à mesurer la perte d'activité et la baisse de la consommation dans les DROM, et puis analyser aussi le taux d'emploi et de chômage. Et puis avoir une analyse aussi sur le commerce extérieur. Donc, je vous propose de prendre ces trois axes. Alors, on va commencer par la mesure de la perte d'activité et la baisse de la consommation dans les DROM. Donc, l'impact économique du premier confinement qui a stoppé brutalement l'économie a été moins fort donc, aux Antilles-Guyane qu'ailleurs, de façon conjoncturelle. Et on était entre moins 20 et moins 25% de perte d'activité, ce qui est énorme, demeurant. Et cela s'est traduit par moins 3% de PIB régional aux Antilles et moins 4% en Guyane. Fin juin 2020, lorsqu'on s'amusait, parce qu'on a essayé de mesurer la baisse de la consommation, on a pu remarquer qu'en Guyane, du fait du confinement, de la fermeture des commerces non essentiels, la consommation des ménages s'est contractée de 22%. Vous voyez, en Guadeloupe, la consommation des ménages a reculé de 28% en volume. En Martinique, on était aux alentours de 27%. En Guyane, le chômage est plutôt plus faible structurellement par rapport à la Guadeloupe et à la Réunion. Donc, une grande partie de la population n'est pas sensible à ce concept, notamment de par la pratique d'activité pour vivre sans que cela soit considéré comme un travail ou une recherche d'emploi. On a des activités qui sont axées sur l'agriculture, sur le commerce. En revanche, il faut savoir que dans ces territoires, l'économie informelle est assez développée et beaucoup de personnes qui vivaient de cette économie informelle sont retrouvées du jour au lendemain sans activité. En Guyane, particulièrement, la distribution d'aide alimentaire d'urgence a été importante. Il a fallu cibler les populations les plus pauvres. Concernant le taux d'emploi et le taux de chômage. Donc, en 2020, le taux d'emploi des personnes de 15 à 64 ans, comme historique, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, est globalement stable. Donc, on a un taux d'emploi qui est globalement stable. Tandis que le volume d'heures travaillées a reculé. Donc, le recours massif au chômage partiel a permis de préserver l'emploi. Et l'arrêt de certaines activités et les restrictions de circulation, en limitant les recherches d'emploi et la disponibilité de travailler, ont entraîné une chute du chômage qui en trompe l'œil. Quand on parle de chute du chômage, au sens du BIT, c'est parce qu'on pose trois questions en général, au sens du BIT, parce qu'on a est-ce que vous êtes disponible pour travailler,
Avez-vous travaillé durant la période précédente? Êtes-vous en recherche d'emploi? Et dans un période de Covid, il était difficile d'afficher une disponibilité pour travailler. Donc, on a pu constater, de par cet effet de mesure, une chute du chômage en trompe-l'œil. Donc, c'est pour ça que le taux d'emploi est plus significatif, plus pertinent en cette période de crise à analyser que le taux de chômage. Donc, tout ça pour vous dire que le taux d'emploi est resté quasiment stable dans les 3 territoires. Donc, on a fait plusieurs publications. Je vous ai mis en lien sur le document. Et le niveau d'emploi salarié est quasi au niveau de celui de fin 2019. Voilà. En Guyane, donc, en revanche, comme je l'ai dit, les personnes qui vivent de l'économie informelle se retrouvent toujours au lendemain sans activité. Et cela a pu causer des problèmes, cela a pu accentuer les inégalités sociales. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que sur l'année 2020, les économies ont plutôt résisté, vous voyez, grâce aux aides de soutien comme le chômage partiel, l'aide aux entreprises, prêts. Et il est probable que la reprise sera beaucoup plus délicate pour de nombreux commerces ou autres entreprises, une fois que ces mesures seront arrêtées. Nous avons des entreprises sous perfusion et on comprend bien que lorsque les prêts garantis par l'État n'auront plus lieu, lorsque les mesures de chômage partiel ne seront plus assurées, parce que les aides aux entreprises ne perdurent plus, on voit bien que la reprise risque d'être vraiment délicate. Si on regarde le commerce extérieur en 2020, alors on a vu que la consommation avait baissé, vous vous en souvenez, près de 25%, 20-25%. Dans les territoires, les importations et les exportations ont diminué en 2020 par rapport à 2019. Mais la balance commerciale, c'est-à-dire exportation moins importation, n'est pas foncièrement touchée. Le déficit commercial n'est pas pire. Il gagne même quelques euros. Cela montre bien sûr une baisse de la consommation sur les produits pétroliers, sur les voitures, avions, sites indurables, et une baisse de l'activité. Voilà, donc notamment en Guyane, je pensais au spatial dans le document, et cela reste à vérifier pour que je conforte ce chiffre-là. Donc, j'ai essayé pour chacun des territoires, d'avancer différents chiffres sur la balance commerciale, de voir l'impact positif sur la balance commerciale. À Martinique, on a une contraction des échanges extérieurs après une année 2019 stable. La crise qui affecte surtout les importations et les exportations de carburant. La baisse est très importante pour les exportations, moins 22%, et moindre pour les importations, moins 5%. On a un impact donc positif sur la balance commerciale. En Guyane, nous sommes à des importations de moins 8,4% et des exportations de moins 14,3%. Vous voyez. Et en Guadeloupe, après une année 2019 stable, impact de la crise sur les importations et les exportations de carburant, les importations diminuent de 7% et les exportations se replient de 9%. Donc une balance commerciale qui n'est pas foncièrement touchée, de par une baisse de la consommation. Ce qui veut dire indirectement qu'il y a quand même une hausse de l'épargne. Alors, les conséquences de la crise et des restrictions sanitaires sur le secteur du tourisme. Ça, c'est un sujet important parce que le tourisme a été particulièrement touché de par les mesures de restrictions sanitaires, parce qu'il fallait des motifs impérieux pour aller sur l'île, pour repartir du territoire. Et donc, on a fait des publications là-dessus, sur la baisse du chiffre d'affaires, notamment les notes de conjoncture, Martinique, Guadeloupe. Et en décembre 2020, les hôtels de Guadeloupe ont perdu un tiers de leur chiffre d'affaires par rapport au mois de décembre 2019. La situation était encore plus délicate à l'automne, avec une perte de chiffre d'affaires de 2 tiers par rapport à 2019, en octobre et novembre. Le deuxième confinement a sorti à l'interdiction de quitter son département de résidence, instauré en France métropolitaine et à Martinique au mois de novembre, a limité donc la venue des voyageurs en Guadeloupe. Ce que l'on constate, c'est que les restaurants subissent également une baisse de chiffre d'affaires.
mais elle est plus modérée grâce à la clientèle résidente. Donc, moins 13,6%, moins 14% pour les mois d'octobre et de décembre. Ils perdent quand même tout de même un tiers de leur chiffre d'affaires à novembre par rapport à l'année 2019. Et si la situation est similaire pour les restaurants martiniquais, elle est encore plus préoccupante pour les hôteliers. En Martinique, les établissements perdent 90% de leur chiffre d'affaires en novembre 2020. Le tourisme a été particulièrement touché par cette crise sanitaire. Alors ensuite, on a regardé le tissu entrepreneurial, c'est l'objet de la question 4, sur les très petites entreprises, les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que il y a un paradigme de développement dans ces territoires qui est quand même axé sur le tourisme, le BTP et le service public. Donc, on a quand même une circularité de développement. Et ce qu'on voit bien, c'est que l'importance du secteur public, surtout, et le soutien du secteur de la construction par l'État, le maintien des grands chantiers par exemple, a permis de préserver l'économie. En 2020, les économies ont plutôt résisté, mais grâce aux aides de soutien, chômage partiel, on en a parlé, aide aux entreprises, prêts. Et comme je vous l'ai dit, il est fort probable que la reprise risque d'être beaucoup plus délicate pour la suite, pour les commerces, une fois que ces mesures seront arrêtées. Comme vous le savez, le gouvernement a mis en place des dispositifs de prêts garantis par l'État, des PGE, permettant de soutenir la trésorerie des entreprises. En Guadeloupe, par exemple, il y a eu plus de 2000 entreprises qui ont bénéficié d'un prêt garanti par l'État pour un montant de pas loin de 400 millions d'euros. Et la Guadeloupe, par exemple, est la région dont l'intensité au recours au PGE, prêt garanti par l'État, est la troisième plus élevée après la Corse et la région PACA. Voilà, donc j'allais dire, les entreprises qui n'ont pas trop souffert, qui ont souffert, mais des entreprises qui ont... le repli d'activité de ces entreprises a été limité par les mesures de soutien à l'économie. Permis de préserver, en quelque sorte, ces territoires. Alors, dans ces territoires, il y a pas mal aussi d'économie informelle, on a du mal à mesurer. Et je pense que ça peut représenter un beau chantier d'essayer de la quantifier. J'avais échangé avec la Chambre régionale des comptes des Antilles de Guyane, avec Yves Colcombé, pour mieux apprécier, comment on peut mieux apprécier cette économie informelle. Et tout un travail sur l'économie informelle. Il faut voir que bon nombre d'entreprises qui s'inscrivent dans une logique d'économie informelle ont aussi été touchées par cette crise sanitaire, parce que ces entreprises-là ne bénéficient pas de mesures de soutien à l'État. Donc l'analyse que j'en fais aujourd'hui, c'est une analyse qui n'est pas basée, bien entendu, sur mesures d'économie informelle. Voilà. Merci. Et le reste à relativiser. Merci, Monsieur Léna, pour ces premiers éléments. Je vais maintenant passer la parole à Jean-François Rial, qui aura certainement à cœur de montrer que les Parisiens sont les plus disciplinés dans notre pays, contrairement à une croyance largement fausse. Bonjour, messieurs les sénateurs. Merci de m'avoir proposé cette intervention. Écoutez, je vais essayer de reprendre le fil directeur de vos questions que j'ai trouvées d'ailleurs fort pertinentes. Je vais m'exprimer, bien sûr, en tant que président de l'Office du tourisme de Paris, mais il faut que vous sachiez que j'ai d'autres fonctions qui m'ont permis de vivre cette crise sanitaire dans le tissu économique touristique français de façon très proche, parce que je suis également le président de Voyageurs du Monde, et je suis également, qui est une entreprise qui vend des voyages sur mesure dans le monde entier, aux Français et à d'autres étrangers, et j'ai été également responsable pour l'ensemble des agences de voyage, avec quelques autres, des discussions avec le gouvernement sur toutes les mesures d'accompagnement. Donc, à ces trois titres, avec ces trois casquettes, j'ai vraiment vécu ça de façon assez proche, quoi. Alors, l'activité, sans surprise, elle s'est écroulée, évidemment, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. En gros, les grands chiffres, c'est vous avez à peu près 70% de baisse de la fréquentation de Paris. Vous avez eu à peu près 13 millions de visiteurs du Grand Paris, 13 millions de visiteurs contre 36-38 habituellement. C'est valable à peu près sur toute la France, ce genre de chiffres, parce que Paris étant la locomotive du tourisme français, vous pouvez les décliner tous azimuts. Vous m'entendez pas ?
On entend très bien, aucun problème. Ah d'accord, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit un truc, voilà. Donc voilà, c'est sur les chiffres qui sont assez classiques, assez standards. Vous savez que le tourisme pèse en Île-de-France à peu près 13% de l'emploi, hein. Il est plus important que dans le reste de la France. Et puis bien entendu, le tourisme d'affaires s'est écroulé dans les mêmes proportions, mais je dirais que bon, c'est sans surprise, hein. Voilà, là-dessus on va passer vite. Ce que je peux dire sur vos questions que vous avez posées, c'est que les aides gouvernementales ont été colossales. Elles ont été très très fortes, que ce soit avec le fonds de solidarité, le chômage partiel ou les aides aux charges fixes, hein, les fameux prises en charge des 70% des pertes sur l'excédent brut d'exploitation qui existe depuis 2021. Ces aides ont été exceptionnelles. Je dirais que je suis presque plus inquiet pour l'État que pour les entreprises du tourisme. Ça va vous surprendre dans la bouche d'un professionnel, mais globalement, on a vu très 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 peu de faillites, plutôt moins que d'habitude. Il pourrait y en avoir en sortie de crise parce que les aides vont se réduire. Et là, il y a un sujet qui consiste à essayer de les faire perdurer de façon subtile le temps que l'activité reprenne, sachant que sur le tourisme, on va être exposé à la problématique de l'ouverture des frontières qui va être graduelle et provisoire. Mais le gouvernement en a conscience, donc je pense qu'on va essayer de trouver des solutions optimales là-dessus. Et sur votre inquiétude de tuer l'écosystème économique qui pourrait permettre de faire fonctionner le tourisme, il y aura un peu de casse, c'est normal, mais je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Et si par exemple vous avez des hôteliers qui s'en sortent pas parce qu'ils ont des hauts de bilan qui étaient trop lourds et des dettes qui étaient trop fortes pré-Covid, vous aurez un repreneur parce que de toute façon, donc en fait pour l'écosystème global ça change rien, ça change pour l'actionnaire bien sûr, c'est triste pour lui, mais globalement ça va fonctionner. Donc je dirais que moi je suis très optimiste sur ce qui va se passer post-Covid. Ça va reprendre très 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 fort. Olivier, ça serait pas mal que vous coupiez votre micro s'il vous plaît, parce que vous nous envoyez des interférences. Et donc ça va reprendre très très fort et effectivement il faut accompagner l'activité dans les aides telle qu'elle a été mise en place encore quelques mois, parce que ça va être un peu plus long pour faire revenir les Américains, faire revenir les Sud-Américains, faire revenir les Asiatiques. Hein. On va avoir à court terme, en gros, l'Union européenne et quelques pays des dom-tom et d'Afrique du Nord qui vont pouvoir revenir, mais c'est à peu près tout. Donc, il faut continuer ce système d'aide qui a été extrêmement efficace et qui, globalement, a fonctionné. Je dirais que les quelques cas qu'il va y avoir, et il y en aura un, c'est en fait des entreprises qui n'étaient pas en forme avant le Covid, avaient déjà des soucis avant le Covid, soit de fonds propres, soit de rentabilité. Donc évidemment, le Covid n'arrange rien dans ces cas-là. Mais je dirais qu'il faut vraiment saluer les aides économiques qui ont été mises en place et qui ont été mises en place quand même globalement dans la concertation. On n'a pas toujours été informé de tout en temps réel, c'est vrai, mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Je dirais que la seule critique que je ferais sur tout ce qui s'est passé, tant sur le plan sanitaire, sur lequel j'ai pas grand-chose à dire, est-ce qu'on aurait pu ouvrir certaines activités et pas d'autres ? Oui, ici ou là, et marginalement pendant quelques temps, mais globalement, c'est pas vraiment le sujet. Je dirais que la seule critique que j'émettrais, c'est sur celle sur les frontières, parce qu'on s'est beaucoup concentré sur les arrivées internationales dans les aéroports, et assez peu concentré sur les arrivées terrestres, Union européenne. Et en fait, 80% des arrivées sont terrestres. Les arrivées internationales, par ailleurs, sont très faciles à contrôler. Hein. Donc, vous mettez en place un tas de systèmes à l'embarquement, au débarquement, que ce soit des tests PCR, une vaccination obligatoire, des tests antigéniques rapides, des quarantaines. Bref, c'est vraiment l'endroit où on peut éviter la contamination par l'extérieur. C'est bien l'aéroport. Alors qu'au contraire, sur les frontières terrestres européennes, on ne peut pas contrôler grand-chose, mais probablement pour des raisons politiques, des raisons diplomatiques. On a été assez mou sur ces sujets-là, alors qu'on a été très dur sur les frontières internationales, alors que il me semble que ça aurait pu être l'inverse. Et d'ailleurs, c'est un problème qui se perpétue. On pourra en reparler si vous voulez, parce que c'est une grande discussion qu'on a à l'heure actuelle avec le gouvernement sur ces fameux pays orange, vert et rouge.
les critères de sécurité les concernant, la liste de ces pays, etc. Moi, là-dessus, j'ai une certaine critique, même si je reconnais que c'est pas simple et que la vérité n'est pas absolue. Voilà. Alors, sur une autre question que vous avez posée, qu'est-ce qui va se passer post-Covid? Est-ce qu'on va assister au boom du tourisme durable et de l'écologie dans ces secteurs-là? Pour être tout à fait transparent avec vous, sachez que je suis un écologiste très engagé, moi à titre personnel, je ne parle pas de l'écologie politique, je suis un écologiste engagé, je suis convaincu que c'est une matrice indispensable de notre avenir. Et j'aimerais bien que tout change demain. Mais moi, j'y crois pas du tout à cette fable-là qu'on est en train de nous raconter, que post-Covid, à cause de la sensibilisation de ce qui s'est passé dans le monde, tout le monde va devenir écologiste et beaucoup plus vertueux dans ses comportements. Je pense que ça sera le cas dans 4-5 ans, mais ça sera le cas dans l'ensemble des sociétés, je dirais, françaises, européennes et mondiales, parce que la prise de conscience, elle augmente. Ça, c'est certain. Et dans tous les partis et dans toutes les couches, etc., les gens commencent à comprendre que le réchauffement climatique, la biodiversité et l'artificialisation des sols, c'est quelque chose de pas du tout gadget. Mais je pense qu'à court terme, la frénésie de revoyager, de repartir en vacances, de refonctionner sera très, très, très forte. Et que donc, en conséquence, à court terme, il n'y aura pas beaucoup de changements. À moyen terme, oui, mais pas forcément à court terme. Voilà. Après, ce que je vous propose, je vous ai dit à peu près l'essentiel de ce que je pense globalement de cette situation. Je suis certain que le tourisme va exploser, va repartir très très fort. Je partage pas l'avis de Patrick quand il disait que les Autrichiens et les Allemands vont bouder les stations de ski parce qu'ils n'auront plus l'habitude de venir. Moi, je crois exactement le contraire. Je pense que rien ne va changer, qu'ils vont revenir très très fort et tous très très vite à Paris, en Île-de-France et sur toute la France, et qu'il faut plutôt qu'on se concentre à court terme sur améliorer notre produit, la qualité de notre produit, plutôt que de communiquer et de faire des dépenses publiques inutiles. On communiquera après, quand on aura franchi ce boom et qu'on pourra communiquer sur des améliorations de services, par exemple, dans un an et demi, etc., parce qu'on aura fait des progrès. Voilà. Donc, le reste, je vous propose de plutôt le fonctionner en échange avec vous. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et c'est intéressant de voir effectivement pour la prospective des approches qui peuvent être un peu différentes. Est-ce qu'elles doivent amener des dispositifs différents? Ça va peut-être être un des objets de la discussion, puisque j'ai entendu un peu une demande que là où le tourisme prend les traits d'une monoactivité, ou en tout cas d'une activité importante, les mécanismes de soutien se poursuivent jusqu'à ce que les touristes reviennent, notamment les touristes internationaux. Mais je vais passer la parole à nos rapporteurs, en commençant par Jean-Michel Arnaud. Bien, merci Président, merci aux divers intervenants qui, par leurs propos, nous montrent un panel de ce qu'est la France touristique dans sa diversité. Je voudrais revenir 2 minutes sur l'intervention en particulier de Patrick Arnaud. Nous avons, à l'occasion des travaux de cette mission, commandé de manière statique une étude de comparaison sur l'arc alpin des différentes réponses apportées par les gouvernances, soit nationales, soit territoriales. Et lorsqu'on regarde l'ensemble de ce travail, on constate que finalement, là où il y a eu le moins d'impact en termes touristiques, c'est là évidemment où l'ouverture des stations a été totale ou partielle. Là où la prévention sanitaire, notamment avec un outil hospitalier de proximité, puisque un des points, notamment en zone de montagne, sur lequel l'argumentaire gouvernemental national français était de dire nous n'ouvrons pas, il risque d'y avoir des pressions sur l'outil hospitalier de proximité par une augmentation des flux, notamment d'urgence, liés aux activités sportives de montagne. Donc une prévention sanitaire plutôt bonne dans ces pays de l'arc alpin, et puis une territorialisation des décisions. Or, il me semble que côté français, l'ouverture des stations d'entrée des remontées mécaniques a été proscrite.
l'outil sanitaire de proximité a fait l'objet de débats sur l'accompagnement évidemment sanitaire lié à la crise Covid, mais aussi et surtout sur l'impact de la fréquentation saisonnière sur cet outil qui est dimensionné probablement pour l'accueil des touristes, mais avec la confrontation des flux liés au Covid, était apparu comme étant dans l'incapacité d'accueillir des flux touristiques complémentaires. Et puis sur la territorialisation des décisions, j'aimerais vous entendre tout particulièrement sur ces 2 points, donc la prévention sanitaire, l'adaptation des outils sanitaires de proximité aux flux touristiques d'une part, et sur la question de la territorialisation des décisions. Je crois pouvoir dire, dans tous les cas c'est le ressenti que j'ai en tant que sénateur et élu local, on est resté toutes et tous sur notre faim. Et malgré les informations, malgré l'analyse qui a été faite dans les territoires, notamment par les ARS et parfois en lien avec les autorités préfectorales, l'État est resté vraiment sur ses positions initiales et n'a pas fait de distinction. Est-ce que vous pourriez me dire, Patrick, et cette question peut s'élargir évidemment à la situation des ultramarins, est-ce que sur la question de l'outil, l'adaptation de l'outil sanitaire dans nos territoires d'une part et la territorialisation des décisions, vous pensez que l'on peut faire mieux, et si oui, quelles seraient éventuellement vos recommandations ou vos propositions en la matière? Alors, on va même élargir aux Parisiens aussi. On ne va pas être sectaire aujourd'hui. On va parler à tout le monde. Donc, qui veut intervenir en premier? Bon, on va peut-être donc d'abord Patrick Arnaud pour répondre aux questions de votre homonyme. Je vais essayer de faire plus court ce possible, mais je vais quand même, en introduction, dire que je crois qu'on est tous en responsabilité, qu'on est conscient que c'est une crise extrêmement difficile à gérer et que tout ne peut pas être bon du premier coup et que les décisions qu'on a prises au niveau national, elles sont compliquées et qu'on en est solidaire en tant que citoyen et républicain. Mais je crois que cette commission, elle a surtout pour objet de dire comment on pourrait faire mieux la prochaine fois si ça se reproduit malheureusement. Donc, sur la question hospitalière, bon, je ne suis pas à l'ARS, je ne suis pas médecin. L'avantage, c'est quand même, moi, étant à Serre-Chevalier, une ville de Briançon, tout le monde se connaît, on connaît les urgentistes, on connaît le PGHM, on en discute. La réalité, c'est que localement, les professionnels de la santé ne craignaient pas la saison d'hiver, puisque l'hôpital est dimensionné pour accepter les blessés du ski chaque hiver. Que la population locale fait que les hospitalisés Covid, ils n'ont pas été si nombreux que ça, heureusement. Et du coup, ils sont plutôt embêtés tout l'hiver. Et puis surtout, et ça rejoint la question de la territorialité des décisions, c'est quand même méconnaître le marché du ski, enfin le fonctionnement du ski. Quand on va au ski, on finit pas toujours avec un pneumothorax ou dans le coma. Et fort heureusement, quand on se blesse, on se fait une entorse, on se fait une fracture. Généralement, on finit au cabinet médical du coin et on ressort le soir, on retourne le soir chez soi. Donc, je crois que, franchement, que le sujet de la santé était un faux sujet, ou en tout cas, il n'avait pas les proportions qu'on lui a données. Ça, c'est pour répondre assez clairement à la première question. Ensuite, sur la prise de décision, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est que nous, on a eu l'impression que les décisions ont été prises avec des a priori assez forts sur la façon dont fonctionnait une station de ski. Et qui ne correspondaient pas à ce que l'on vit, nous, tous les jours. Et que si on avait pu un peu plus tenir compte de la réalité ou du fonctionnement de certaines stations par rapport à d'autres, mais ça, je pense que c'est plus que délicat, peut-être que le gouvernement aurait pris en connaissance de cause des décisions qui auraient été un petit peu différentes. Mais après, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on voit qu'on a eu des périodes de confinement, des périodes de non-confinement. Il est évident qu'en les périodes de confinement, par définition, ça veut dire qu'aucune activité était possible. Merci beaucoup, Monsieur Liena. Vous voulez réagir aux questions du rapporteur ? Je m'excuse, on a été coupé par quelque temps, donc j'ai rétabli la connexion de façon plus... Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rappeler... Alors, on va dire que la première question s'adressait plus particulièrement à la montagne, donc pas vraiment à votre... même si vous avez des montagnes dans les Dômes, mais elles ne sont pas très enneigées, elles ne sont pas très enneigées jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième question...
l'INSEE de Corse. Donc, il y a pas mal de montagnes aussi. Hein. Si vous voulez des informations, je peux vous les donner. J'ai pas très bien compris. On n'a pas très bien compris. Je disais que j'étais ancien directeur de l'INSEE de Corse. Avant d'être le directeur des Antilles-Guyane, et en Corse, il y a pas mal de montagnes. Donc, si vous voulez des informations, j'aurais pu vous en donner aussi. Merci, mais je crois que Jean-Michel Arnaud a une bonne réponse, d'ailleurs très intéressante, puisque M. Léna lui a indiqué que l'argument sanitaire qui avait été souvent, évoqué ou invoqué pour ne pas ouvrir les stations de ski, qui était le risque de l'accidentologie et de la surcharge des hôpitaux de la région, serait un argument qui ne serait pas nécessairement fondé. En tout cas, c'est ce qui nous a été exprimé. Voilà. La deuxième question de M. Arnaud portait sur la territorialisation des décisions en la matière, et notamment là, en ce qui concerne peut-être, je ne sais pas, les aides, les décisions d'ouvrir ou de fermer. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette question? Alors, il y a plusieurs choses sur la territorialisation des différentes décisions. Il y a comment dire, on a du mal à mesurer l'économie informelle dans ces territoires, et donc on a une analyse, j'allais dire, qui est assez factuelle sur la santé des entreprises, sur le soutien que l'on peut y apporter, et finalement on a une température de l'économie qui reflète globalement ce qui se passe, hein. Mais on a du mal à mesurer toutes les disparités que cette crise peut entraîner du point de vue de la pauvreté, des écarts d'inégalité de revenus. Parce que le territoire est fermé, parce que les personnes ne travaillent pas et que bon nombre d'entreprises sont dans une logique d'économie informelle, ne peuvent pas profiter du tourisme. Et du coup, il y a un impact qui est certain, et on accroît d'autant plus les inégalités. Vous savez, il y a une enquête qui est PICOF, qui a été réalisée, hein, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai appelé ça mise en perspective des résultats avec la dégradation financière des personnes. C'est une enquête épidémiologie et conditions de vie qui est mise en place par l'adresse l'INSERM, la Santé publique France et l'INSEE dès 2020, qui a démontré que la part des personnes déclarant une dégradation de leur situation financière au premier confinement est d'environ 1/4, et qu'elle est d'autant plus importante que leur niveau de vie est faible. Donc en Guyane, par exemple, on est toujours entre un juste équilibre entre le confinement et la préservation de la cohésion territoriale, sociale du territoire. Et c'est toujours un juste arbitrage entre les deux, en se disant finalement, est-ce que fermer les frontières n'aura pas des conséquences sur l'accroissement des inégalités? Ça, c'est un premier élément de réponse. Le second élément de réponse, c'est qu'aujourd'hui, il y a, au-delà des prix garantis par l'État, du maintien du chômage partiel, etc., avec le préfet de chacune des régions, hein, il y a des plans de relance d'activités qui sont mis en place. Et donc, il y a 3 secteurs, hein, qui sont identifiés. Je sais que Jean-François Rial a parlé d'écologie, hein, donc c'est un petit clin d'œil à Jean-François Rial. Moi aussi, je suis un fervent défenseur de l'écologie. Il y a tout ce qui est transition écologique, cohésion économique et territoriale. Et puis, il y a aussi le volet, j'allais dire, sur la compétitivité des entreprises. Tout l'enjeu est d'identifier des secteurs qui seront porteurs et générateurs de grappes, d'effets d'entraînement sur le moyen long terme. On voit bien que le paradigme de développement de ces territoires est fondé sur une trilogie, une circularité de développement entre le tourisme, BTP, services publics. Et il y a eu des amortisseurs économiques qui ont été mis en place et qui ont permis d'atténuer cette crise. Aujourd'hui, si on doit inscrire ce territoire dans une logique de moyen long terme, je pense qu'il y a toute une identification des secteurs à mener avec les acteurs locaux, pour bien identifier les voies d'aménagement du territoire qui permettront de développer à moyen long terme ces différents secteurs. Voilà, et c'est en cours d'instruction aujourd'hui. Merci beaucoup. Et par ailleurs, les territoires ultramarins ont ceux qui ont été le plus territorialisés tout de même dans la réponse à la crise, ceux qui ont bénéficié de la meilleure territorialisation, on va dire. Qu'en est-il, Jean-François Rial, à Paris, pour la question de Jean-Michel Arnaud?
Écoutez, moi, sur la question des stations de ski et de l'accidentologie, je suis parfaitement incompétent. Sur la question de la territorialisation, autant je l'entends pour les départements d'outre-mer, autant je suis assez sceptique sur la territorialisation des mesures sanitaires sur la France, parce que le virus n'a pas de frontières. Ce qui est valable un jour n'est plus valable 2 jours ou une semaine plus tard. Pardon, mais on n'est pas sur les mesures sanitaires, hein, pour être précis, on est sur la mesure économique, là. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Mais pour moi, c'est la même chose. Parce que, si vous voulez, on peut avoir des mesures qui soient... parce que, si vous voulez, le sanitaire génère l'économique. Donc, pour moi, c'est pareil. Donc, je n'y crois pas à cette histoire de différenciation territoriale. Je crois, par contre, plus à la différenciation en termes d'activité. Ça, oui. Je pense que les hôtels de montagne n'ont pas les mêmes problématiques que les hôtels à Paris, et ce genre de choses. Ça, oui. Mais des différenciations territoriales pour une même activité, je suis un peu sceptique. Mais je n'ai pas forcément très bien étudié le sujet. Hein. Et je crois, par exemple, que vous voyez, vous pourriez mettre en place des mesures spécifiques pour le tourisme d'affaires à Paris, parce que le tourisme d'affaires est colossal à Paris. Mais c'est pas territorial, c'est l'activité du tourisme d'affaires, voyez. Donc, je suis pas convaincu par ça, mais je me trompe peut-être, je suis pas assez expert. Merci. Est-ce que Jean-Michel Arnaud est satisfait par ces réponses? J'en prends acte. Hein. Voilà, il en prend acte. Je vais donc passer la parole à nos seconds rapporteurs, à Roger Carucci. Merci messieurs de vos témoignages. Moi, je vais résumer ce que vous dites. Le quoi qu'il en coûte a coûté très cher à l'État, et au final, dans tous les secteurs, les entreprises, je ne dis pas s'en sortent toutes, mais s'en sortent à peu près. Il y a au final peu de faillites, peu de cessation d'activité, parce que les aides, que ce soit sur le chômage partiel, que ce soit le fonds de soutien, que ce soit les aides sectorielles, que ce soit le plan de relance, le quoi qu'il en coûte a été tellement massif que quelque part, ça a pas gommé, mais fait en sorte que la crise reste sanitaire et ne soit pas au final tellement économique et sociale. Donc le problème maintenant, et si j'entends bien la différence, c'est plutôt et maintenant, ou plutôt, pardon de le dire comme ça, moi qui suis peu optimiste, si tout va bien et qu'un nouveau variant ne nous reconfine pas, comment on se sort de tout ça? Et mes questions seraient plutôt de cette nature-là, c'est-à-dire, vous l'avez dit tous, les touristes internationaux ont de fait disparu. Moi, je pense sincèrement que si on réouvre les frontières et si on rouvre les lignes aériennes, ils reviendront. Je ne vois pas très bien pourquoi d'un coup, l'Américain ou le Japonais qui venait à Paris n'y viendrait plus, ou celui qui allait aux Antilles-Guyane, ou en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie n'y retournerait pas, ou celui qui allait au ski n'y retournerait pas. Ça, je dois dire que j'ai un peu de mal à voir le contre-coup. Mais en revanche, est-ce que vous avez une idée, dans les estimations faites en 2020, début 2021, de la chute par rapport aux touristes, c'est-à-dire aux touristes internationaux, j'entends bien. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de touristes européens qui sont quand même venus, du nombre de touristes extra-européens qui sont venus ou pas venus? Est-ce que là-dessus, on a une idée? Et comme ça peut concerner plus directement Paris et l'Île-de-France, est-ce que là-dessus, il y a par exemple, j'en sais rien, des projets de campagne plus spécifiques sur les extra-européens dans les temps qui viennent pour faire revenir? Est-ce que les Antilles-Guyane ont un programme un peu particulier pour faire venir les Américains, pour faire venir... Enfin, est-ce que vous avez ciblé les touristes absents pour les plus lointains les faire revenir? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans tous les secteurs touristiques, montagne, outre-mer, Paris, Île-de-France, on avait, avant le Covid, on avait déjà quelques secousses, soit sur l'organisation touristique, soit sur la capacité d'attraction, soit sur le fait de dire, par exemple, que le secteur du tourisme était un des secteurs les plus émiettés.
Est-ce que vous avez le sentiment que la crise va pousser à une plus grande concentration de l'activité économique dans ce secteur-là? Est-ce que les entreprises, même celles qui ont résisté, vont changer de stratégie après la crise, soit pour se regrouper, soit pour avoir une autre vision de la suite? Ça, c'est ma deuxième question. Et ma troisième, et j'arrête là, je le jure, sinon le président ne va pas être content. On parle de sortie de crise, on parle de sortie de confinement, mais j'entends dire, attendez, par définition, ça ne va pas repartir d'un coup, il faut maintenir les aides. Et là, tout le monde est d'accord. Sauf que le gouvernement, et notamment le ministre du Budget, qui dit de plus en plus le quoi qu'il en coûte a des limites, on ne va pas pouvoir tenir comme ça des années, dit, par définition, on va sortir en sifflet des aides. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que ça reprend, on va diminuer les aides. Les aides qui vont être réduites au mois de juin, les aides qui seront réduites en septembre, les aides qui seront peut-être supprimées à la fin de l'année ou début 2022, s'il n'y a pas de nouvelle crise sanitaire. Votre vision de cette réduction des aides progressives, c'est quoi? Est-ce que vous considérez que pour le moment, il faut quand même maintenir l'essentiel? Est-ce que vous acceptez l'idée que ne serait-ce que pour ne pas aggraver définitivement le déficit et le budget et la dette, on va réduire plus rapidement pour laisser un peu libre initiative, si je puis dire, mais est-ce que le secteur n'est pas menacé si on réduit trop vite les aides après la sortie de crise? Alors, 3 questions. On va commencer peut-être par Jean-François Rial. On va prendre l'ordre inverse pour répondre. D'accord. Alors, d'abord, je trouve que l'intervention de M. Carucci est tout à fait pertinente dans ce qu'il a dit au départ. Je partage tout ce qu'il a dit. Après, il a posé des questions, mais il a donné un peu des réponses, monsieur le sénateur, que je ne partage pas toutes et je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Alors, moi, je suis, comme vous, convaincu que les touristes internationaux vont revenir très, très, très vite, dès que la crise sanitaire des pays concernés est réglée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le tourisme, vous avez posé une question sur 2020 et sur 2021. En gros, vous avez eu 70% de baisse à 80% de baisse des touristes internationaux, 100% sur hors Union européenne, pratiquement 100%, et ce qui a pu venir, c'est l'Union européenne. Mais je dirais que 2020 et 2021, pour moi, sont des saisons qui sont, entre guillemets, réglées. Vous avez eu 12 millions de visiteurs dans le Grand Paris contre 36 d'habitude en 2020. Vous en aurez peut-être 17 à 20 millions en 2021 grâce au fait qu'on commence à ouvrir l'Union européenne. Et par contre, je suis convaincu qu'en 2022, si on sort de cette crise sanitaire, et je pense qu'on n'est pas trop mal parti pour le faire, on va retrouver au moins sur l'activité loisir une activité égale à 2019 en 2022 assez rapidement. Moins sur le tourisme d'affaires, parce que je pense qu'il y aura des comportements et des changements structurels qui vont être constatés post-Covid. Alors, donc là-dessus, est-ce qu'il faut faire une campagne de communication? Moi, je dis surtout pas. Parce qu'ils vont revenir tout seuls et très très fort et très très vite. Je vous donne un exemple sur mon entreprise, Voyageurs du Monde. En ce moment, je suis au triple des demandes sur l'Europe, de la part des Français, qu'en période normale. Au triple. En période normale, c'est-à-dire 2019. C'est-à-dire qu'on voit bien que dès que vous ouvrez, il y a une telle soif de consommer, de voyager, que c'est pas la peine que, par exemple, je me mette moi à communiquer pour que mes clients partent en Grèce, en Italie ou au Portugal. Ils y vont tout seuls. Bon. Donc je pense que cibler la clientèle américaine qui ne vient plus, japonaise et chinoise demain qui ne vient plus, non. Elle va venir. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. On peut faire des petites choses, être malin sur les outils numériques, etc. Mais globalement, je ne crois pas qu'il faille bouger les choses. Alors, sur les aides, moi je pense que globalement, vous pouvez, sans trop coûter d'argent à l'État, les maintenir pour les secteurs qui ne sont pas totalement réouverts. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte, il a coûté très très cher parce que vous avez les hôtels, les restaurants, les discothèques, l'événementiel, le tourisme, etc. Il y a pas mal de ces activités qui vont refonctionner complètement
à compter du mois de juillet. Et donc, par exemple, si vous prenez le secteur du tourisme, globalement, sur les aides du quoi qu'il en coûte, on coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Et surtout, j'y rajouterai une deuxième condition, c'est que moi, je pense qu'il faut les pondérer de l'évolution de l'activité. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à le faire un petit peu en disant, écoutez, vous aurez droit au chômage partiel à 100% en juillet-août, comme avant, donc sans reste à charge, à part les congés payés et bien sûr et les jours fériés, si vous avez une activité qui ne baisse pas de plus de 80%, et au contraire, vous aurez un peu moins, 85% ou 60%, si elle remonte un peu plus. Et je trouve que ça, c'est une bonne méthode, parce que vous êtes à la fois dans un système où vous évitez d'avoir gâché toutes les dépenses publiques que vous avez faites jusqu'à présent, et qui en allant pas au bout, conduirait les entreprises au tapis. Donc ça voudrait dire que vous ayez dépensé de l'argent en PGE, en chômage partiel et en aide directe qui aurait été jeté par la fenêtre parce que vous ne seriez pas allé au bout, et que pour aller au bout, c'est pas grand chose. Donc moi, je pense que en fonction de l'ouverture globale des frontières, sachant que quand même sur le tourisme français, vous avez par exemple en Île-de-France, 50% de l'activité qui vient du tourisme français, hein, donc c'est quand même non nul, eh bien vous pouvez progressivement éteindre les aides en fonction de la réouverture mondiale sanitaire. Et je pense que d'ailleurs l'argent serait bien plus utilisé à faire ça qu'à faire des campagnes de communication. Donc je pense que ça ne va pas coûter très cher de finir l'accompagnement s'il est bien pensé. Et je me répète, je pense qu'il ne faut pas communiquer auprès de ces publics internationaux à court terme parce qu'ils vont revenir, comme vous l'avez d'ailleurs vous dit vous-même, très vite et très fort, et probablement plus qu'avant. Voilà. Je pense que si j'ai à peu près, si j'ai oublié quelque chose, vous me le dites, mais je crois avoir répondu à vos questions. C'est très clair, en tout cas. Monsieur Léna ? Oui, moi j'allais dire, sur le constat qui a été fait par le sénateur, je pense qu'il a bien résumé les différents scénarios, c'est-à-dire que finalement les entreprises ont été maintenues et on est plus dans une logique de crise sanitaire que d'une crise économique aujourd'hui, même si ce constat doit être pondéré par le fait que là aussi, l'économie informelle étant développée dans les territoires d'outre-mer, on a pu accentuer encore une fois les inégalités sociales et qu'il y a bon nombre de personnes qui ont un niveau de pauvreté qu'on a du mal à estimer. Hein. C'est bien appréhendé. Après, sur le volet du tourisme, on voit bien, il y a les établissements, par exemple, en Martinique, ont perdu 90% de leur chiffre d'affaires. La baisse est assez importante. Alors, dire que les touristes vont revenir, alors, M. Riel, moi, je suis aussi même à la liste que vous. Je pense que les touristes vont aussi revenir. Je ne vois pas pourquoi ils venaient avant et ils ne reviendraient pas. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'on n'est pas dans une logique de Big Bang. Hein. C'est-à-dire que la crise risque de persister avec des variants. On le voit bien en Guyane. On a le variant brésilien. Il y a différents variants. La Guyane est quand même à la confluence de pas mal de territoires. Donc, il y a pas mal de flux importants, de personnes. Donc, on n'est pas à l'abri de nouveaux variants, d'une part. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les territoires d'outre-mer, le secteur public local, les hôpitaux notamment, sont dans un état qui est assez déplorable. Voilà, il faut le dire. Enfin, et du coup, les touristes risquent d'avoir peur, avec ces variants persistants, de venir dans ces territoires. C'est aussi la crainte de ne pas pouvoir être soigné s'il y a un problème. Bien sûr que quand je dis que les touristes vont en venir, pour moi, c'est post-crise sanitaire. Hein. C'est-à-dire que si la crise sanitaire, à cause des variants, perdurait sur tel ou tel territoire ou même au niveau mondial, bon, bah, bien sûr, là, on se retrouvait dans la même situation qu'aujourd'hui. Hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. Même si moi, je suis convaincu que d'après ce que je vois et je lis et je regarde, les vaccins vont régler, y compris pour les variants, tous ces soucis-là, au moins dans leurs évolutions. Donc je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. Mais bon, peut-être trop optimiste. Hein. Moi, je dis simplement que par rapport au Grand Paris, il y a les territoires d'outre-mer, on a un secteur public local qui est dans un état pitoyable, si on peut le dire ici, hein, avec tous les guillemets qui vont bien. Les hôpitaux sont vraiment dans un état plus que déplorable. Moi-même, qui visitais un hôpital en Guadeloupe, on mettait quand même des lits dans les secrétariats. Hein. Enfin, il faut vraiment le voir. Hein. Il faut vraiment le vivre pour le voir. Hein. Et
et du coup, le milieu hospitalier a du mal à suivre. Alors, on parle du secteur public local, il y a aussi les écoles. Hein. Les écoles. Donc, les touristes, en venant, ils ont quand même peur, je pense, d'un virus persistant, même si la crise était réglée, même si les vaccins réglaient 90-95% de la crise. Et je pense qu'il y aurait, par un certain temps, vous savez, cet effet de réminiscence, cette crainte qu'il y ait des variants qui recirculent, et on le voit bien, notamment en Guyane. Alors, Olivier, si je peux me permettre, sur la Guyane, je pense que vous avez raison. Mais en même temps, il n'y a pas de touristes en Guyane. Hein. Donc le problème, c'est pas d'en avoir autant qu'avant, il n'y en avait pas. Donc de toute façon, il y a un tourisme d'affaires. C'est totalement marginal. Il n'y a pas de touristes en Guyane. Moi, je peux vous dire qu'en Guadeloupe et en Martinique, et Dieu sait si c'est pas du tout ma spécialité par ailleurs dans mon entreprise, je vois les réservations chez mes confrères, alors que la destination vient juste d'envisager de passer en vert sous condition de vaccination le 9 juin. Je vois les réservations qui tombent depuis 3 semaines. C'est monstrueux. Donc je peux vous dire qu'ils n'ont pas l'air d'avoir peur des problématiques d'hôpitaux en Guadeloupe, que par ailleurs je ne conteste pas. Hein, je ne connais pas ce sujet. Hein. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas leur problème, hein, aux touristes français pour venir en Guadeloupe. Hein. C'est pas le cas. Hein. Bien, allez, Monsieur Léna, vous vouliez peut-être terminer, et peut-être au-delà du tourisme d'ailleurs, parce que vous avez une vision dans vos fonctions qui dépasse la question du tourisme, qui certes est une activité économique importante, mais Roger Carochi posait une question sur les entreprises qui dépassaient la question du tourisme. Peut-être vous avez un avis sur des réponses à apporter à Monsieur Carochi sur cette question. Les entreprises, eh bien, M. Carochi a pleinement raison en disant que finalement, on est plus dans une logique de crise sanitaire que de crise économique. Et je pense que c'est un peu schématisé, mais c'est bien dit. Et les prêts garantis par l'État, les mesures de chômage partiel ont permis de maintenir à flot ces entreprises. Encore une fois, le bilan est quand même il doit être mitigé. Je vous l'avais dit, notamment de par la part de l'économie informelle qu'on a du mal à mesurer et qui est assez importante. Et on voit bien une dégradation des conditions de vie de par l'enquête EPICOF qui a été réalisée. Hein. Je vous en ai parlé au début de ma présentation. Hein. Il y a quand même une pauvreté ressentie aussi, qui s'est accentuée. Et il y a bon nombre d'entreprises qui sont dans une logique d'économie informelle aussi. Donc certes, les entreprises de taille intermédiaire, les PME, les petites et moyennes entreprises ont survécu grâce à ces aides, certes, mais il y a toute une panoplie d'économie informelle qui doit être estimée. Et au-delà de savoir s'il faut maintenir ou non ces aides, c'est un débat qui est, j'allais dire, qui est pertinent parce que est-ce que finalement on a la possibilité de maintenir encore ces aides pendant longtemps? Je pense qu'il doit y avoir une analyse au cas par cas des entreprises en regardant leur situation financière. Et du coup, je pense que ce soit dans différents territoires avec le ministre, avec la DGFIP, la DRFIP, hein, il y a le comité de financement des entreprises. Hein, et donc, on échange pas mal avec les acteurs locaux et il y a cet échange pour voir finalement pour identifier les problèmes de chacune des entreprises, de chacun des secteurs et voir dans quelle mesure les entreprises peuvent être accompagnées. Je pense qu'on doit avoir une analyse au cas par cas. C'est un peu le coup de sifflet dont vous avez parlé. Je pense qu'on doit avoir vraiment une analyse au cas par cas, pour bien identifier les secteurs qui vont pas bien. Est-ce que finalement, est-ce qu'on doit maintenir ou non ces entreprises sur le moyen et long terme, arrêter les aides du jour au lendemain, dans une logique ping-pong, je pense qu'on pourrait mettre en péril bon nombre d'entreprises du tourisme, même si les réservations aujourd'hui, les réservations sont accrues. Ça ne veut pas dire, monsieur Riel, à mon sens, c'est pas parce qu'il y a bon nombre de réservations qui se sont accrues, on n'est pas à l'abri finalement d'un retournement de situation qui peut être rapide aussi. Bien, merci beaucoup. Monsieur Arnaud, j'imagine que vous avez des réponses à apporter à Roger Carochi. Des réponses définitives, non, mais un avis, oui. Moi, j'aimerais bien partager l'optimisme
qu'il y a autour de la table, mais je pense que notre devoir, c'est quand même aussi d'envisager le cas où les choses ne passeraient pas au mieux. En plus, j'entends quand même que les réservations repartent très fort, mais pour les Français qui vont se déplacer à l'étranger, la question est quand même de savoir comment... Pardon, je parle aussi des réservations des étrangers vers la France, hein, évidemment. Hein. Bon. C'est cette même nature. Hein. Tant mieux, et encore une fois, j'ai envie de dire, si ça se passe comme ça, tout ira bien. D'ailleurs, Patrick, une petite remarque que je vous glisse, qui est très intéressante, c'est la reprise délirante du tourisme interne aux États-Unis. Hein. C'est délirant. Hein. C'est revenu au niveau de 2019, à une vitesse incroyable. Alors, bien sûr, je ne dis pas que ça sera le cas si la crise sanitaire se perdure. Hein. Moi, je raisonne fin de crise sanitaire. Hein. Par exemple, moi, je suis convaincu que dans votre station de ski, vous allez faire un carton l'hiver prochain si la crise sanitaire est terminée. Mais bon, c'est mon point de vue. Hein. Je peux me tromper. Hein. Non, mais tant mieux. Et puis moi, je ne suis pas le pessimiste de service. Je partage pour partie votre avis, mais la seule chose que je dis, c'est que je pense qu'on ne peut pas tout miser là-dessus. Parce que, comme vous le dites, la crise sanitaire peut perdurer, peut y avoir des variants, etc. Et puis, il faut attendre de voir. On sait aussi que le virus ne se comporte pas de la même manière l'hiver et l'été. Il y a quand même des sujets sur le passeport vaccinal. Ce que vous nous dites, aujourd'hui, les gens prennent des réservations, mais ils ne peuvent pas se déplacer. Il y a encore plein de pays, y compris en Europe, où on ne peut pas rentrer. Si on n'a pas un test Covid, si on n'a pas un vaccin. Donc, c'est préjugé de ce qui va se passer. Un test Covid, tout le monde peut l'avoir quand même. Allez, on va écouter M. Arnaud, s'il vous plaît. Monsieur Arnaud. Non, je vais me taire. Voilà. Je vais me taire, j'ai compris. Je pense qu'il faut aussi être prêt à réagir si ça ne se passe pas aussi bien que vous l'envisagez. Et encore une fois, je le dément pas. Mais je pose la question du passeport vaccinal. Je pense quand même de la question des craintes de certaines populations à se brasser avec d'autres populations. Quand on voyage, on est plus en contact, surtout l'hiver. Et puis, que va donner, vous dites, le retour à la normale après la crise sanitaire. Moi, je me pose quand même la question, même si je crois qu'il n'y aura pas beaucoup d'effets, et je le regrette, sur le fait que les gens vont peut-être, sur les longs courriers, réfléchir un petit peu plus à leur impact carbone. Et que du coup, est-ce que le trafic aérien va repartir de plus belle? Je crois que les compagnies aériennes, elles misent sur 3 ou 4 ans quand même au maximum. Donc, on voit que les informations sont contradictoires, et moi, je ne suis pas d'un optimisme total, on va dire. Et évidemment, s'il y a un variant qui arrive. Sur le tourisme intra-américain, forcément, il ne s'est pas arrêté. Les stations de ski, pour ce qui est mon domaine, américaines, elles sont restées ouvertes tout l'hiver et elles ont tourné normalement tout l'hiver, avec des protocoles, évidemment. Sur le sujet des aides, moi, je pense qu'il faut être pragmatique. On est tous des contribuables, aussi bien en tant qu'à titre personnel qu'en tant que chef d'entreprise. Donc, ça ne nous amuse pas de voir de l'argent public dépensé, en sachant qu'un jour ou l'autre, on sera mis à contribution pour qu'il soit remboursé d'une manière ou d'une autre. Donc, on demande tous, pas mieux que les aides diminuent le plus rapidement possible. Moi, je pense qu'il faudra faire au cas par cas et en fonction de ce qui se passera et de la fréquentation. Donc, il faut être flexible. Si tout se passe bien, il n'y a aucune raison que les aides perdurent. Et moi, je pense qu'il y a un levier sur lequel il faut être très, très attentif et qui pourrait être le meilleur levier de maintien des aides, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement de l'activité partielle, des dispositifs d'activité partielle. Pourquoi? Parce que évidemment que s'il y a du boulot, que s'il y a du monde, les entreprises vont avoir besoin de personnel et qu'elles vont être les premières à vouloir employer tout le monde pour pouvoir reprendre leur activité. Donc, le sujet d'aide ne se posera pas. Par contre, si sur cette certaine période, où on a plus d'étrangers, où il y a certains pays qui sont fermés, enfin j'en sais rien, on est obligé d'être ouvert, mais d'avoir une activité qui n'est pas celle qu'on a d'habitude, d'avoir la possibilité de faire appel à l'activité partielle pour notre personnel avec des taux de prise en charge qui étaient les mêmes que ceux de la crise, ça, à mon avis, ça me paraît être la mesure qu'il faudrait faire durer le plus longtemps possible, en sachant qu'elle sera utilisée que si on a besoin, par définition. Merci beaucoup. Est-ce que Roger Carotino, c'est bon, est satisfait par vos réponses? Voilà. Alors, nous avons plusieurs collègues qui suivent cette réunion de façon manifestement passionnée. Et je vais donner la parole à Evelyne Renaud-Garabédian qui souhaite vous interroger. Notre collègue Evelyne Renaud-Garabédian. Merci, Monsieur le Président. Ne m'en voulez pas, je ne mets pas la caméra parce que j'ai des problèmes de réseau Wi-Fi. Donc, je ne ferai que de parler. Vous m'entendez bien? Très bien, oui.
Alors, moi, je voudrais revenir, et vous m'excuserez, parce qu'il y a une partie des auditions que je n'ai pas entendue. Je voudrais revenir sur la situation touristique en France. Et je parlerai peut-être plus spécialement du secteur du tourisme, où je ne partage pas tout à fait le même avis que M. Vial. La France, c'est 50% de tourisme d'affaires, 50% de tourisme de loisirs. Tant qu'il n'y aura pas de salons, de foires, de séminaires organisés en France, le tourisme d'affaires va rester à néant. Aujourd'hui, le tourisme de loisirs est actuellement en train de se redessiner totalement. La carte géographique du tourisme, avec une émergence de régions qui n'était pas du tout celle du tourisme de masse, les Landes, le littoral atlantique, au détriment du littoral méditerranéen. Quand je vous parle de cette expérience, c'est une expérience de réservation d'un certain nombre d'hôteliers qui reçoivent aujourd'hui des réservations. Les réservations, dans le littoral, il n'y en a aucune. L'un de nos interlocuteurs qui intervient nous indique que la ville de Cannes est sinistrée et elle le demeure. Et ce n'est pas le festival de Cannes qui est organisé au mois de juillet, qui va rester confidentiel, qui va relancer la ville de Cannes. Tous les hôtels sont vides, sauf le week-end où il y a les touristes qui viennent, mais ce n'est pas les touristes qui font vivre certaines villes de France. De même, Paris, quasiment aucun hôtel n'envisage d'ouvrir. J'ai discuté avec une vingtaine d'hôteliers, personne n'envisage d'ouvrir puisqu'ils n'ont pas de carnet de réservation ouvert, malheureusement, contrairement à notre interlocuteur. Je voulais parler également des faillites. Tout le monde dit que les faillites sont beaucoup moins importantes que l'année précédente. Oui, parce que nous vivons aujourd'hui sous perfusion. On a une chance extraordinaire en France d'avoir été particulièrement favorisés avec toutes les aides que nous bénéficions, mais les difficultés sont à craindre et elles ne sont que retardées. Elles vont se présenter au mois de septembre en masse quand les aides vont commencer à diminuer. Alors, un élément important, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les tribunaux de commerce en France réfléchissent à une catégorie de redressement judiciaire pour les entreprises avec un remboursement de dettes sur 10 ans, et le PGE pourra bénéficier également de cette restructuration. Alors, moi, mon intervention, elle a été faite dans un seul but. Est-ce que vous ne craignez pas la disparition de toutes les petites entreprises qui constituent, avec les professions libérales, les artisans, les commerçants, le tissu économique de la France? Merci de vos réponses. Alors, qui veut répondre à notre collègue? Je veux bien, Bernard. Jean-François Rial. Alors, tout d'abord, je partage l'avis de Madame sur le fait que le tourisme d'affaires, et je l'ai dit d'ailleurs, ne va pas du tout reprendre autant que le tourisme de loisirs. Néanmoins, je pense que dans le tourisme d'affaires, il y a deux catégories d'activités. Il y a le tourisme d'affaires, je dirais, voilà, vous voyagez en individuel, vous êtes un homme d'affaires, vous faites un petit séminaire de 10-15 personnes, et ça représente une bonne moitié du tourisme d'affaires. Et celui-ci, moi, je pense qu'il va revenir moins vite que le loisir, moins haut qu'en 2019, mais qui va revenir assez vite, dès que, bien sûr, on raisonne toujours en activité sanitaire terminée, enfin en situation sanitaire terminée. Donc ça, moi là-dessus, je pense que ça va fonctionner. Je pense que c'est quand même moins que 50% sur l'ensemble de la France, mais bon, on va pas chipoter sur les chiffres. En tout cas, sur Paris, c'est 50%. Madame a tout à fait raison. Par contre, c'est vrai que sur le tourisme de salon, je suis plus circonspect parce que il faut que l'ensemble des destinations mondiales soient ouvertes. Je pense que le concept de salon va perdre des parts de marché par rapport à d'autres manifestations du même type post-Covid, parce que les gens ont appris à travailler à distance, ensemble, etc., etc., etc. Et par ailleurs, c'était une forme d'activité qui n'était pas dans sa meilleure forme. Donc là-dessus, je pense qu'effectivement, il va y avoir des restructurations. Il y a à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, par exemple, une ville comme Cannes, qui est très exposée salon, réfléchir. Ça, là-dessus, c'est vrai. Je pense que vous avez tout à fait raison. Néanmoins, sur l'ensemble du tourisme d'affaires, quand on y intègre tous ces éléments, hors salon, je pense que ça va quand même revenir. Et je dirais que une des raisons pour lesquelles les hôteliers à Paris n'ouvrent pas,
cet été, c'est parce que l'activité de toute façon l'été à Paris en général n'est pas optimale parce que vous n'avez pas de tourisme d'affaires et que les Français ne vont pas en vacances à Paris. Donc en fait, on n'a qu'une petite partie de l'activité à Paris qui tourne normalement, c'est-à-dire c'est les étrangers touristes. Donc ça m'étonne pas que les hôtels attendent. Alors attendent la rentrée, quoi, entrée claire. Hein. Alors est-ce qu'il va y avoir c'est pour votre deuxième question, ça, des faillites post-reprise. Oui, probablement, parce que les aides vont baisser. Même si les PGE seront transformés pour ces entreprises en quasi-fonds propres ou en dette à long terme, vous avez des entreprises qui ont été trop fragilisées et qui vont souffrir. Il faudra regarder secteur par secteur, entreprise par entreprise, comme l'a dit tout à l'heure un de vos intervenants, ce qu'on peut faire. Mais de toute façon, on ne pourra pas sauver tout le monde. Hein. C'est la vérité. Et vous avez une activité comme par exemple la réunion à distance et les grands salons qui vont prendre des parts qui vont souffrir parce que post-Covid, typiquement, il y a des réunions qui seront plus. Voilà, donc il faudra l'accompagner et peut-être que Cannes, par exemple, moi si j'étais le maire de Cannes, peut-être que je ferais en sorte de moins dépendre des grands événements de salon à long terme parce que c'est certains qui vont baisser en proportion. Donc il ne faut pas s'arc-bouter pour en avoir autant qu'avant parce que je suis à peu près convaincu qu'on n'en aura pas autant qu'avant. Par contre, on aura plus de tourisme d'affaires normal à long terme, et on aura plus de tourisme loisir. Et Cannes me paraît, par exemple, avoir un tas d'atouts pour récupérer cette clientèle-là. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres de nos intervenants qui veulent répondre à Madame Evelyne Renaud-Garabédian ou c'est bon? Je crois que nous n'avons pas d'autres collègues qui souhaitent poser des questions. Vous avez été très, très convaincants. Eh bien, nous allons clore cette réunion, ce débat. Je vais remercier nos trois intervenants encore une fois parce que leur échange passionné était tout à fait passionnant pour nous et contributif. Et je donne rendez-vous à mes collègues de la mission d'information la semaine prochaine, jeudi prochain, pour poursuivre nos auditions et nos travaux. Merci à vous tous, à vous toutes et bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir.